Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un sujet que je vois pas très souvent sur YouTube. Je l'ai déjà fait, mais pour quand je parle notamment des objectifs que j'ai, enfin des vidéos objectifs que j'ai fait. Je n'ai pas fait pour 2025 parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur mes lectures 2024, si c'est pour couper les mêmes objectifs, non. De toute façon, vu que c'est plus ou moins tout le temps les mêmes choses, donc je gagne à peu près au change. Faut savoir qu'en 2024, je vous avais à partager certains films que j'avais vus au cinéma, enfin que je suis allée voir au cinéma, je pense que c'est un peu trop. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo sur YouTube, pour ceux qui ne me suivent pas spécialement sur Instagram. Pour ceux qui ne savent pas, j'essaie d'aller au cinéma une fois par mois. J'y arrive, généralement. Et je me suis dit, on va essayer d'en parler un peu sur YouTube, parce que ça change un peu de vie, certes. Mais je me suis dit, peut-être que certains pourront donner des idées de films qu'ils ont vus et qu'ils ont appréciés. On va y aller, moi je vais dans cette vidéo mois par mois. Voilà, parce que moi, ça a une certaine chronologie. Mais n'hésitez pas à me dire vos films, si vous êtes allé au cinéma, si c'est pas spécialement votre truc. Je peux comprendre que c'est pas un délire qui plaît à tout le monde. Et on y va de suite. En janvier, je suis allée voir le film Wonka, qui était un film qui était sorti en décembre 2023 et que j'avais bien aimé. Pour le coup, alors Wonka, en fait, on va suivre Willy Wonka avant qu'il devienne le célèbre chocolatier de Charlie et la chocolaterie, et comment il a réussi à se faire un nom, voilà, tout simplement. Ce que j'ai bien aimé, les musiques, les chansons, elles sont toutes très belles, beaucoup très enivrantes, qui sont très entêtantes aussi, j'ai oublié, pas entêtantes mais qui sont vraiment, on est vraiment mis dedans. Alors moi je fais partie de la génération qui a grandi avec le film Charlie et la chocolaterie, mais de Burton, enfin réalisé par Burton, ou produit par Tim Burton, je sais plus, avec notamment Johnny Depp dans le rôle de Willy Wonka. Faut savoir que là l'esthétisme de Wonka est plus basé sur le film qui est sorti dans les années 70, j'ai plus l'année précise, je sais plus si c'est un film ou une série, mais je crois que c'était un film qui était des années 70, donc c'est vrai que quand vous avez grandi avec le film avec de Burton, il y a un certain décalage, on n'est pas habitué, mais pour ceux qui ont connu celui des années 70, peut-être ça leur parlera mieux en termes d'esthétisme, mais en tout cas c'est un film qui, je trouve, était vraiment, vraiment bien sympathique. En février, je suis allée voir le film Demon Slayer vers l'entraînement des piliers. C'était plus un film événement, si je peux me permettre de le formuler comme ça, qui en fait réunissait le dernier épisode de l'arc du village des forgerons et le premier épisode de l'entraînement des piliers. Alors soit vous connaissez Demon Slayer, soit vous ne connaissez pas du tout. Bon, ça c'est plus un film événement en disant voilà, on se souvient de comment s'est terminée la saison précédente et comment va commencer la nouvelle. Intéressant, j'ai envie de vous dire, c'était plus un film pour dire on va voir quoi de la prochaine saison. Je sais que cette année, là, en 2025, va sortir le premier film, enfin il va y avoir 3 films pour terminer la série au lieu de plusieurs saisons. On verra bien, moi j'ai hâte. Je sais que le premier va sortir cette année, quoi exactement je ne sais plus. Si vous avez l'info, dites-le en commentaire, ça peut toujours être utile pour les autres. Mais en tout cas c'était vraiment sympa pour suivre pour aller jusqu'à la prochaine saison. En mars, je suis allée voir 14 jours pour aller mieux. Alors c'est plus un film français. On va suivre Maxime plutôt, qui a un job très important dans la boîte de son futur beau-père. En fait, il est fiancé à la fille de son patron. Ils vont bientôt se marier. Maxime ment sur sa vraie vie. Ses parents tiennent une quincaillerie qui espèrent que lui va reprendre. Sauf qu'évidemment, à cause de toute cette pression accumulée, Maxime frôle le burn-out, ou je crois même qu'il subit un burn-out. Il va aller avec son beau-frère suivre bien malgré lui, un stage de bien-être, si on peut dire, avec tout ce qui est méditation, etc. Et en fait, c'est vraiment quoi, on a limite du n'importe quoi dans cette histoire. Les deux personnes qui font le stage, je me demande si c'est, enfin ils sont clairvoyants, c'est un peu limite des fois, sur certains aspects. Je ne critique pas les croyances de certains, dont cette idée. C'est un film qui est vraiment intéressant parce que c'est vrai que les stages de bien-être comme ça devient très courant. Mais en tout cas, voilà, moi, pour un stage de bien-être, pour vraiment me déconnecter de tout ce qui est internet et tout, je dirais pas non. Surtout pendant 14 jours. Mais c'est vrai que dans ce film, ça dénonce un peu le fait que
oui, ça coûte assez cher et je pense qu'il y a des charlatans. Je pense que beaucoup vont être d'accord et qui en profitent pour se faire un max de pognon. Donc voilà, mais il y a quand même des gens sérieux. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des gens sérieux, il faut seulement trouver, faut pas tomber dans les pièges. En avril, je suis allée voir Spy Family, Code White. Alors, Spy Family, c'est comme Demon Slayer, soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà, je pense qu'on peut être assez d'accord là-dessus. J'ai vu les 2 saisons de Spy Family qui sont sorties au moment où je vous parle de cette, au moment où je vous fais cette vidéo, parce que je crois que la saison 3 va justement sortir en 2025. Dans ce film, on va suivre la famille Forger. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, la famille Forger, en gros, vous avez le père, Lloyd, qui est en fait un espion du nom de Twilight. Il a, pour se rapprocher d'une personne du camp adverse, il va monter une petite famille. Donc il y aura Anya, la petite fille qui elle est télépathe. Donc elle sait que son père est un espion, mais son père ne sait pas. Enfin, Lloyd devient son père, hein. Mais Lloyd ne sait pas qu'Anya est télépathe. Et donc ils vont intégrer cette famille, Yor, qui est une employée de mairie, sauf que Yor, tout comme Lloyd, a une double vie. La nuit, elle est tueuse à gages. Les parents ne savent pas de la double vie de l'autre. Comme ils savent pas que leur fille est télépathe, mais elle est au courant de tout. Et dans cette histoire, vous avez également un chien, Bond, qui voit l'avenir. Et grâce au souvenir, au pouvoir de télépathie de Anya, ça peut amener à certaines situations, on va dire. Et voilà, ça c'est ceux pour ceux qui connaissent pas Spy Family. Et en gros, toute cette famille va essayer de se rapprocher de l'adversaire de Lloyd par le biais du fils de cet adversaire, qui est inscrit dans l'école où Anya va. Tout simplement. Et justement, il est là l'intérêt, c'est que dans l'école Eden, donc où est inscrite Anya, ils font un concours de pâtisserie. Et donc évidemment, Lloyd connaît la pâtisserie, enfin le dessert préféré du directeur. Et il espère gagner, on va dire, ce petit concours. Et ils vont donc aller dans la ville d'origine où est née cette recette, pour avoir vraiment la recette parfaite pour gagner le concours. Sauf que de fil en aiguille, vous vous rappelez, elle est télépathe, bon, on voit l'avenir. Ça va ramener à certains petits quiproquos et dans une situation où les forces du genre n'auraient pas voulu être, tout simplement. Mais je suis allée voir Blue et compagnie. Alors oui, c'est un film pour enfants, je vous envoie bouler, mais j'ai beaucoup aimé. En fait, moi, c'est une petite qui a perdu sa mère assez jeune. Son père est hospitalisé. Et en fait, elle se retrouve à avoir des amis imaginaires. Notamment des amis imaginaires qui ont perdu, enfin qui sont plus rattachés à un enfant, parce qu'évidemment les enfants grandissent, ils ne croient plus aux amis imaginaires. Et donc, elle va vivre des aventures avec les amis imaginaires qui habitent donc dans l'immeuble où habite sa grand-mère. Et notamment ce fameux Blue, qui est en fait un monstre de couleur violet. Voilà. Pourquoi? Bah c'est dans le film, je vous laisse découvrir. J'ai aimé ce film-là parce que c'est vraiment un film où ça nous rattache un peu à l'enfant qu'on est, et comme quoi les amis imaginaires c'est pas forcément une mauvaise chose. Pour les enfants ça développe leur imagination et plein d'autres choses. En juin je suis allée voir Sans faire un bruit jour 1. Je sais qu'il y en avait 2 films de cette licence, je sais pas trop, enfin si je me gourre pas. On est donc là à New York. Et on va suivre une jeune femme qui a un cancer, qui a un chat d'assistance. Oui, un chat, pas un chien d'assistance, un chat d'assistance. Elle et d'autres pensionnaires de là où elle habite, enfin de la maison de soins où elle est, vont aller voir du théâtre. Et là, une pluie de météorites s'abat sur Terre. Et dans ces météorites vivent des créatures, sortent des créatures sensibles au bruit et n'aiment par l'eau. Voilà, ça va être très important. Et donc tout le monde doit se taire, vivre dans le silence total. Et justement, sans faire un bruit. D'où le titre du film. Alors, je vais pas vous mentir, le film, l'idée était vraiment intéressante, c'était vraiment bien. De comment se vivre dans un monde où il ne faut plus faire de bruit, il faut communiquer autrement. Vers la fin, je vais pas vous mentir, je commençais vraiment à m'ennuyer, je commençais vraiment à trouver le temps long. Je sais pas, l'ambiance du trop plein de silence, c'était devenu pour le moment insupportable. Enfin, après, c'est moi, hein, je vais pas mentir. Je dis pas que le film est nul. Je pense qu'il est peut-être pas le plus bizarre à l'instant T. Le truc intéressant, c'est que le chat veut bien nos vies. Hein, ça, je peux vous confirmer. J'ai jamais vu déjà un être humain un peu en ton de bol, mais alors un chat.
Voilà. En juillet, je suis allée voir Deadpool et Wolverine. Alors, faut savoir une chose. Avant ça, je n'ai jamais vu un quelconque X-Men au cinéma et j'ai pas vu les deux premiers Deadpool. Attendez-vous à ça, parce que franchement, ça m'a. Je sais pas si je pense que ça peut-être plus le coup d'avoir vu avant les films, mais en tout cas, je les ai jamais vus, donc je pense que je vais peut-être avoir un avis un peu biaisé. Dans ce film, on va suivre donc Wade Wilson, donc et qui est Deadpool, qui vit dans son monde ou qui enchaîne les petits boulots. Enfin, apparemment, ça s'est mal passé dans les deux premiers tomes, deux premiers films, pardon. Le côté littérature remonte. Un jour, alors un haut gradé du tribunal des variations acroniques, lui propose une mission qui mettra en danger dans le monde il a toujours vécu et il va devoir faire équipe avec Wolverine. Sauf que le Wolverine qui de son univers, on va dire, est mort dans le film Logan. Enfin, pardon, ce que je suis. Et donc, Deadpool est allé chercher un autre Wolverine dans une autre dimension. Voilà, tout simplement, ils vont devoir faire équipe. C'était vraiment intéressant, franchement, très dynamique le film. J'ai beaucoup aimé ce truc-là par rapport à d'autres films Marvel ou autres. Notamment, alors, il y a eu Chris Evans dans le film, je suis juste à dire, mais pas pour l'aspect Captain America. Donc voilà, ceux qui ont vu les 4 Fantastiques il y a des années, les tout premiers là, ça, oui, ça en rappelle un peu. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il avait fait la torche humaine. Voilà, je suis désolée de spoiler, mais je vous dis, il y a plein d'autres rêves comme ça, c'était vraiment intéressant. Et il y avait vraiment ce décalage entre l'humour de Deadpool et le sérieux de Wolverine. Deux gars qui n'étaient pas censés cohabiter. En août, ce film, on en entend encore parler. Il s'agit du conte de Monte Cristo, avec notamment Pierre Ninet dans le rôle du conte de Monte Cristo. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter. On va suivre Edmond Dantès, qui va se marier et qui en fait est tout simplement arrêté le jour de son mariage pour des crimes dont il n'a pas commis, comme quoi il serait un bonapartiste, enfin qui serait un partisan de Napoléon, parce qu'on est après la chute de Napoléon Bonaparte. Hein. Or, ce n'est pas le cas. Edmond Dantès n'est pas bonapartiste, c'est ce que je veux dire. Et donc, il va être enfermé pendant 14 ans au château d'If. Il va réussir à s'évader. Et avec la fortune qu'il aura amassée grâce à l'aide d'un ancien voisin de cellule, il va donc devenir le comte de Monte Cristo et donc amener sa vengeance. Il va donc appliquer sa vengeance des 3 hommes qui l'ont donc trahi. Certes, le film dure 3 heures, mais j'ai envie de vous dire, je comprends pourquoi. Parce que on comprend mieux. Déjà d'une, c'est pas une petite œuvre, le Comte de Monte Cristo, mais en tout cas, je comprends pourquoi, on voit dans le film pourquoi le Comte de Monte Cristo fait partie des grands classiques de la littérature française, pardon. Et après avoir vu le film, voilà, je me suis acheté le Comte de Monte Cristo de Dumas, donc avec une préface de Jean-Yves Tallier. C'est alors. Oui, il y a 2 tomes à la base, mais là c'est une compilation des 2 tomes, c'est donc un test intégral, donc le tome 1 et 2. Voilà, qui fait plus de 1000 pages, je crois. un peu plus de 1250 pages, quasiment 1260. Donc, c'est vrai, je l'avais pas lu, je me suis dit, c'est intéressant de découvrir le conte de Monte Cristo. Je pense que je puisse l'écouter en audio puis avoir le marque-page au fur et à mesure pour voir où j'en serai. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir le conte de Monte Cristo parce que je trouve ça dommage, c'est passé pour être une telle pépite. Et je pense que, vu l'épaisseur du truc, il y a pas mal de choses auxquelles le film passait à côté. Et ça permettra de mieux apprécier le génie de Dumas et de se dire, bah oui, en effet, ce livre, c'est un classique de la littérature française et il faut, je pense, le lire pour mieux le savourer. En septembre, je suis allée voir à l'ancienne, avec notamment Didier Bourdon et Gérard, je sais son nom. En septembre, je suis allée voir à l'ancienne avec Didier Bourdon et Gérard Darmon. Ce film-là, en fait, on va suivre donc les deux vieux amis qui sont incarnés par Didier Bourdon et Gérard Darmon, qui vivent sur une petite île bretonne. Et ils apprennent, grâce à l'un des deux, qu'un habitant de la petite île a gagné à la loterie nationale. Donc évidemment, les deux veulent savoir qui c'est, parce que tu te dis, ils disent autant qu'à faire, autant y aller jusqu'au bout. Et ils vont découvrir qu'en fait, l'habitant en question vit seul et reclus, et qui tout simplement mange d'une crise cardiaque en apprenant qu'il a gagné au loto, devant l'écran. Donc les deux gars ont une bonne idée, se faire passer pour le mort. Enfin, l'un d'eux va se faire passer pour le mort.
Et pour se dire, ils vont rafler le jackpot comme ça, que donc de plusieurs millions. Évidemment, il y a pas mal de péripéties. Alors, comme pour 14 jours pour aller mieux, c'est le genre de film où vous pouvez pencher vos cerveaux pour passer un bon moment. J'ai adoré parce que plus d'une fois, les deux auraient pu se faire prendre dans leur connerie, mais à chaque fois, ils arrivent à passer sous les radars et finalement possible de choper ce pactole, quoi. Mais, et ça relève aussi dire, moi je vous pose la question, qu'est-ce que vous feriez à la personne avec 5 millions, quoi, si vous gagnez au loto? Je pense qu'on a toutes ces questions-là, et est-ce que vous serez capable de vous faire passer pour quelqu'un de mort pour rafler le pactole, quoi. En octobre, je suis allée voir le robot sauvage. Dans cette aventure, on va suivre donc le robot Rosam 664 alias Rose, qui va faire naufrage sur une île déserte et qui va s'adapter à la vie avec tous les animaux sauvages. C'est un robot d'assistance qui en gros un peu, tu peux confier une mission, par exemple faire le ménage dans ta maison, des trucs comme ça, sauf que là évidemment il faut qu'il revoie, faut que Rose revoie un peu son protocole pour accomplir, on va dire, ses missions. Et de fil en aiguille, en fait au début elle va recueillir un œuf d'oie, parce que la maman est morte, enfin l'oie est morte, hein, pas le robot. Et donc Rose va devoir élever ce petit oie et l'aider à s'envoler, etc. Parce qu'il est devenu orphelin. C'était un film vraiment très beau. Voilà, à la fin, si vous versez pas votre petite larme, je ne comprends pas. Parce qu'il y a tout ce côté, les familles non-dits, les liens entre les familles, même si on n'a pas de lien du sang. Ouais, c'est vraiment un très très beau film que je peux que vous conseiller à voir et qui est très touchant. En novembre, je suis allée voir Venom The Last Dance. Voilà, qui est le dernier de la trilogie Venom. Eddie et Venom sont tous les deux en cavale, chacun est pourchassé par ceux de son espèce. Eddie pour tout ce qu'il a fait dans les deux premiers, quoi, et Venom par son créateur, tout simplement. Et donc en fait c'est le tout dernier, et ce qui fait que ça, là ça va se conclure par une décision que les deux vont devoir prendre. Pareil, comme pour le robot sauvage, petite larme vers la fin, mais en tout cas ça se termine très bien parce qu'on se dit est-ce que les deux vont survivre, est-ce que pas du tout. Et il y a une scène, oui, évidemment on se voit obligé de verser une petite larme, voilà. Alors il y a eu des scènes post-génériques, hein, comme beaucoup de Marvel ou en tout cas de cet univers. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Et en décembre, je suis allée voir Sonic 3. Alors, pour info, oui, comme pour Venom, je suis allée voir les deux précédents. C'est normal, c'était vraiment la continuité. Dans celui-ci, donc on va suivre Sonic, Knuckles et Tails, qui vont faire face à un nouvel adversaire qui est donc Shadow. Pour ceux qui connaissent la licence de jeux vidéo, donc je pense que ça parle. C'est un vilain Shadow, c'est donc un vilain qui a des pouvoirs beaucoup plus badass que ceux que de Sonic, Tails et Knuckles réunis. Ils vont devoir, ces trois-là, donc la fameuse équipe Sonic va devoir donc faire équipe avec deux personnes dont il se serait bien passé de faire équipe, tout simplement. Évidemment, c'est l'espoir de sauver la planète et d'arrêter Shadow, hein, bien sûr. Enfin, d'arrêter Shadow pour sauver la planète. Pour ce troisième film, pardon, j'ai adoré Shadow. Je comprends mieux, comme disait mon frère quand Shadow, il disait que Shadow était l'un des préférés de la licence. Clairement, je comprends mieux. En termes d'esthétisme et d'histoire, il m'explique un peu plus parce qu'il y a eu des choses qui ont changé. Enfin, quand vous êtes une personne comme moi qui est pas vraiment à fond dans la matière de base qui sont donc les jeux vidéo, enfin la licence Sonic en termes de jeux vidéo, le personnage de Shadow, vous gobez, hein, ce qui se passe dans le film, dit non, en fait Shadow c'était pas tant que ça à la base. Et en fait, ouais, je trouve que Shadow, pour le coup, qui était censé être le grand vilain, comme nous a été montré dans la bande-annonce, pas tant que ça. J'aurais aimé en effet plus d'implication de Shadow. À voir pour la suite, mais en tout cas, c'est ce que ça, c'est sûr qu'il y aura un film 4. Vu la scène post-générique, mon frère m'a dit pour lui ça pue. Pour le 4, enfin, je dis pas que ça pue, mais dans le sens où la scène post-générique qu'on a vue, parce qu'après on a eu deux, j'ai appris plus tard qu'il y en a eu deux scènes post-génériques. Il dit que la scène post-générique que lui et moi on a vue, ils disent comment il va être amené parce que il y a. Il fait en fait, s'il se base sur matière de base, que sont les jeux et l'histoire du lore des jeux, la scène post-générique a zéro sens. Pas zéro sens, mais par rapport à
un truc, enfin un personnage qui n'est pas encore dans le film et qui sans doute sera introduit, qui sera introduit dans le prochain film, l'apparition de ce personnage n'a pas de sens s'il bascule sur le film. Tout simplement parce que le paramètre de l'introduction de ce nouveau personnage va être très compliqué par rapport à ce qui s'est passé dans le film. Seuls ceux qui ont vu la Sonic, qui connaissent les scènes post-génériques et qui connaissent bien l'univers de Sonic, savent de quoi je parle. Les autres, je pourrais vous le dire en MP, j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Mais en tout cas, c'était vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça juste dommage pour Shadow. On verra bien. Dans l'ensemble, les films que j'ai vus, je les ai beaucoup appréciés. Bon, je vous disais à part Sans un bruit, qui est pas mal, mais franchement, je me suis vraiment ennuyée à la fin. C'était vraiment, je pense, une bonne année. 2004 au cinéma. N'hésitez pas si ce genre de vidéo vous plaît, pour qu'on puisse échanger sur d'autres thèmes que la lecture. Mais en tout cas, moi j'ai aimé faire cette vidéo pour moi-même me dire, je fais un peu un check point des films que j'ai moi-même vus durant une année. Et en tout cas, je pense que je vais peut-être la faire l'année prochaine ou pas, ça va dépendre de vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.